Alors aujourd'hui, on va regarder les actions achetées et vendues au dernier trimestre par Warren Buffett et puis par quelques-uns des autres meilleurs investisseurs qui sont intéressants à suivre. Donc là, c'est des transactions qui ont été, enfin ça a été publié, mis à jour le 15 novembre. Donc c'est des transactions qui ont été faites entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025. Comme ça permet d'avoir une idée de à quel prix ils ont acheté ou vendu les actions, quoi. Donc commençons par regarder ce qu'a fait Terry Smith. Donc Terry Smith, si on regarde juste les transactions importantes, déjà, il a vendu presque la moitié de ses actions Microsoft. Donc c'était la première position la plus grosse position de son fonds avant ça, et il a vendu la moitié, quoi. Donc il faut savoir que Microsoft, c'est vraiment un de ses meilleurs investissements, puisqu'il l'a acheté de mémoire, c'était soit en 2011, soit en 2013, j'ai un doute, mais de toute façon, ça change pas grand-chose. Il avait acheté par là, donc c'était en dessous des 10 fois le free cash flow, quoi. C'est même là qu'il y a eu le plus bas en 2012 à 7,66 fois, quoi. Et donc ça paraît dur à croire aujourd'hui, mais à l'époque, le sentiment général, quoi, c'était que Microsoft, ils étaient finis, quoi, parce qu'ils n'avaient pas pris le virage du mobile, etc. Depuis, la valorisation n'a fait qu'augmenter, à part là ici en 2022, 2023, mais on est monté du coup à un pic à 55 fois le free cash flow, et donc il a vendu entre 50 et 55 fois le free cash flow. Il faut savoir que plus de 50 fois le free cash flow, comme valorisation, c'est énorme, et c'est pas non plus justifié par les croissances de Microsoft, etc. Donc là, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que Microsoft est très surévalué aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire que sur cet investissement, en gros, il a fait au moins x5 sur la valorisation. Et puis, si on regarde les fondamentaux, il a fait au moins x3 sur les fondamentaux. Donc, x3, x5, il a fait au moins x15 quoi, sur son investissement sur Microsoft en 12 ans, quoi. Donc, ce qui est très bien. Et d'ailleurs, si on regarde la période où, justement, le sentiment général, c'était de penser que Microsoft était foutu. Et à ce moment-là, il a fait donc un pari contrariant. Donc, c'est là qu'on fait les meilleurs investissements. C'est quand on va à l'encontre du consensus et qu'on a raison, on voit qu'il y avait un ralentissement de croissance, mais toujours de la croissance quand même, et il y a eu une baisse de free cash flow en 2011, 12, 13, 14, et ensuite ça a remonté. Je pense que ça a remonté quand ils sont passés sur une stratégie basée surtout sur le cloud, quoi. Mais malgré un petit ralentissement de croissance et une petite baisse de free cash flow sur quelques années, il n'y avait pas de catastrophe, quoi, au niveau des fondamentaux. Et donc on pouvait se dire qu'à l'époque que pour 8 fois le free cash flow, tu risquais pas grand chose, quoi. C'était dans le pire des cas, tu perdais peut-être pas grand chose, mais dans le meilleur des cas, il se passait ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà, ça a fait un de ses meilleurs investissements, et là maintenant que Microsoft a atteint... Microsoft là est quasiment revenu, il me semble, à ses niveaux de valorisation de la bulle internet quand même. Je crois qu'on est encore un peu en dessous, mais bon, c'est quand même énorme, donc voilà, on en a profité pour revendre la moitié. Ensuite, à part ça, il a vendu 20% de Philip Morris, et il a aussi vendu plus de la moitié même de Meta, donc c'était sa deuxième plus grosse position, hein. Donc il avait Microsoft, Meta, il a vendu les deux, la moitié pour les deux, quoi. Et donc Meta, il a vendu ça déjà en termes de valorisation, il a vendu ça, c'était par là, quoi, genre à 40 fois le free cash flow ici. Et si on regarde au niveau du cours de l'action, le prix de vente, il a vendu... il a dû vendre vers les plus hauts, hein, dans les plus de 750 probablement. Donc c'est possible qu'il ait plutôt bien timé ses ventes sur ces deux actions. Ensuite, il a rajouté 25% à Zoetis, mais du coup c'était avant la baisse qu'il y a eu suite aux résultats récents là. Ouais, c'est ça, l'action a perdu 17%, mais c'était en novembre. Donc là la transaction date de cette période-là, quoi. Donc il a rajouté dans ces eaux-là entre 140 et 155 $. Donc ce sera intéressant de voir au trimestre prochain s'il a continué, est-ce qu'il a rajouté encore plus maintenant que c'est à 120 $, quoi, et que c'est donc moins cher en termes de valorisation. Et puis ensuite, dernière transaction, après ça devient petit, il a rajouté 64% à Intuit. Donc voilà, ça c'était pour Terry Smith. Maintenant, allons voir Dev Kantesaria. Hop. Alors lui, il a trouvé, je pense, une nouvelle forme de revenu passif dont j'ai jamais entendu parler sur YouTube. Le concept, c'est de créer un fonds d'investissement et de dire à ses clients que ce qui compte en investissement, c'est la patience, quoi. C'est savoir ne rien faire. Et là, je pense que Dev Kantesaria, ça fait depuis 2023 qu'il est à la plage, quoi. Il a quand même fait un clic. Ce trimestre en vendant 0,84% de ses actions Intuit. Donc voilà, à part ça, pas grand-chose pour Dev Kantesaria. Ensuite, allons voir ce qu'a fait François Rochon. Donc, qu'a-t-il fait ? Donc ça c'est négligeable. Je cherche les grosses transactions. Eh bien, j'en vois une seule. Donc une seule, c'est qu'il a acheté une nouvelle action qui représente maintenant 2% de son portefeuille, donc c'est quand même pas négligeable, sa plus grosse représente 8. Et donc c'est ResMed, que je ne connaissais pas. Donc on va aller voir ce que ça donne en termes de fondamentaux. Enfin d'abord, avant d'aller voir les fondamentaux, un petit résumé de ce en quoi consiste le business. Donc business model de ResMed, ils fabriquent et vendent des appareils qui aident les gens à mieux respirer la nuit quand ils ont des problèmes de sommeil. Ils gagnent aussi beaucoup d'argent en vendant les pièces à remplacer régulièrement, masques, tuyaux, filtres, et en proposant des logiciels de suivi
pour que les médecins voient si le traitement fonctionne. Donc c'est des histoires, je pense, d'apnée du sommeil, il me semble. Donc principale source de revenus, appareil de respiration nocturne. Donc, ça envoie de l'air pour empêcher les arrêts respiratoires. Consommables fréquents, masques, tuyaux, renouvelés très souvent, donc revenus récurrents. Logiciels et services en ligne pour suivre les patients à distance. Vente ou location aux prestataires de soins à domicile. Donc les clients, c'est des personnes qui ont des problèmes de respiration la nuit, donc apnée du sommeil, c'est ça. Médecins, cliniques du sommeil, hôpitaux, entreprises de soins à domicile qui fournissent l'équipement aux patients, assureurs indirectement car ce sont souvent eux qui payent. Ok, donc là ce qui a l'air intéressant à première vue, c'est que déjà ils vendent des produits physiques. Souvent ça peut permettre de créer un moat local. En fait, une fois que ce produit physique est chez le client, tu vas pouvoir facilement lui vendre tous les services qui vont avec, quoi. Le client va avoir un peu la flemme d'aller faire remplacer ce produit physique. Et par-dessus ça, ils vendent des produits consommables, donc tout ce qui est masque et tuyaux, donc ça permet de faire du revenu récurrent. Et en plus, des logiciels et services, donc j'imagine par abonnement et tout. Donc le business model comme ça a l'air intéressant. Et si on regarde ce que ça donne en termes de chiffres, de fondamentaux, donc sur Gram, sur les 6 critères, il y en a 5 qui sont remplis sauf le nombre d'actions en circulation, mais c'est une augmentation de seulement 1% sur 5 ans. Donc ça pour moi c'est pas grave. On va dire que le nombre d'actions est stable, quoi. Et à part ça, niveau croissance du chiffre d'affaires, en tout cas historiquement c'est bien, c'est 2 chiffres, quoi. En termes de croissance du free cash flow, c'est plus que ça. Ça veut dire qu'il y a une augmentation au niveau des marges qu'on voit ici, là, la marge du free cash flow est en hausse à long terme. Et puis ensuite croissance du free cash flow par action. Comme il n'y a pas de rachat d'actions, il n'y a pas de différence avec celle du free cash flow, quoi. Mais en tout cas, les fondamentaux comme ça ont l'air bons, donc c'est une entreprise qui vaut le coup d'être investiguée, quoi. Il y a des bonnes croissances, il y a des bonnes marges, et il y a un bon ROIC qui est sur les 12 derniers mois à 42%, 38% en 2025, et qui est en hausse à long terme. Et d'ailleurs, ROIC, dont j'ai amélioré la formule, maintenant je soustrais ici les SBC, donc les rémunérations en action du free cash flow, et j'enlève aussi le goodwill du dénominateur. Donc j'en reparlerai un peu plus en détail dans une vidéo où je parlerai plus de ça. Mais en gros, l'idée c'est que maintenant le ratio est beaucoup plus représentatif de l'argent qui est généré pour l'actionnaire, pour chaque euro qui est réellement investi dans l'activité du business, quoi. Donc ça permet de repérer les meilleures entreprises avec plus de précision et donc les meilleures actions, quoi. Donc 42% c'est excellent. Et pas de rachat d'actions, il y a un dividende qui augmente régulièrement, qui représente que 22% des bénéfices. Donc donc ça c'est intéressant à creuser. Et en termes de valorisation, il a acheté donc vers les... maintenant là c'était avant. Il a acheté vers les 23-24 fois le free cash flow, quoi. Et depuis l'action a encore pas mal baissé. On est descendu à 20 fois le free cash flow. Donc j'ai regardé au niveau du cours de l'action. Ça veut dire qu'il a acheté vers les... peut-être par ici, quoi, vers peut-être $270. Il a probablement acheté autour des $270 dans cette phase-là, puisqu'après, là, c'est après la publication, donc on est déjà en octobre. Aujourd'hui, on est à 245. Donc pareil, il sera intéressant de voir est-ce que au trimestre prochain, il a renforcé sa position sur ResMed. Et à part ça, le reste, c'est assez négligeable. Pas grand-chose. Donc on peut passer au suivant. Je voulais regarder Chris Hone. Alors Chris Hone, donc portefeuille plus concentré. Donc il a racheté 47%. Il a augmenté sa position sur Visa de 47%. Ça représente quand même maintenant 18%, sachant qu'en plus, c'est un portefeuille qui vaut genre 50 milliards, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que je suis assez étonné. Donc, Visa, il a acheté ça à combien? Moi, j'aurais pas jugé que c'était une affaire. Donc, c'était où? Ouais, donc comme c'était en juillet, peut-être qu'il a acheté par ici, quoi. Ce qui en prix correspond à... en prix, ça correspond à vers les $340, quoi. Il a probablement acheté vers les $340. Donc, il y a ça... Et ensuite, et à part ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il a encore beaucoup réduit Google. Il en avait déjà réduit pas mal au trimestre précédent, il me semble qu'il avait déjà commencé. Et donc, alors il avait les 2 tickers, hein, donc avec le L et sans le L. Donc, avec le L, il a totalement liquidé, il a tout vendu. Et sans le L, il a quand même presque réduit de moitié, quoi, moins 41,41%. Donc Google représente plus que 3,51% de son portefeuille. Et il y a quelques mois, il avait fait une interview où il donnait son avis sur Google. Donc là, on va écouter ce petit passage, ça doit durer 1 minute. Donc j'ai mis les sous-titres en français. Allons-y. Yeah. What about the other tech companies? We have a position in Alphabet, and which is maybe our most risky investment, where they're clearly the company, and it's just one of our smallest investments as a result. It's and where we have some level of protection because there are businesses like YouTube and their cloud business, which represent half the market cap today, and their cash and other things. So it isn't all search, but search is critical. And so can they out innovate
competition. Yeah, there's a risk of search fragmenting. As competitors come in and try to, but it's a question mark. Yeah, we don't think so. We think they have a lot of advantages of their data to have to offer higher quality search results. But competition is increasing. Talking of which, how do you think? Donc voilà, en gros, ils considèrent que maintenant, c'est un investissement qui est plus risqué qu'avant à cause de l'augmentation de la compétition, malgré les différents avantages qu'Alphabet a et le fait que tu aies une protection avec les autres segments que sont donc le cloud et YouTube, quoi. Mais donc en tout cas, c'est la raison pour laquelle il se désexpose à Alphabet, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et donc maintenant, je crois que c'est tout pour lui. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, on peut passer au dernier, c'est-à-dire Warren Buffett. Alors, Warren Buffett, donc là, c'est encore lui il prend pas les décisions tout seul, mais il va passer la main à la fin de l'année à Greg Abel. Mais il me semble que cette année, c'est encore lui qui prend la décision finale, quoi. Donc, il a encore réduit Apple de 15%. Là, chaque trimestre, maintenant, depuis plusieurs trimestres, il réduit Apple. Je crois que ça représentait presque 50% du fonds à un moment donné, en tout cas plus de 40%. Donc maintenant, seulement, entre guillemets, 23%. Et Apple qui est toujours à mon avis, clairement surévalué. Donc on doit être vers les 35, 40. Ouais, on est à 40 fois, ouais, c'est encore pire. On est monté à 41 fois le free cash flow, et là, il a fait ses ventes vers les 35-40, quoi. Donc là, à mon avis, c'est pareil, c'est comme Microsoft, hein, ça paraît assez évident que c'est surévalué, et il avait fait ses achats, un peu comme Terry Smith même type de scénario que Terry Smith sur Microsoft, un très bon achat d'Apple en 2016, quoi, ici, donc hyper bon achat. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc il a réduit un petit peu Bank of America, il a racheté un peu de Chubb, donc c'est une entreprise d'assurance, et surtout, j'imagine ce qui, je pense, fait le plus réagir, c'est qu'il a acheté Google. Donc, nouvelle position qui représente maintenant 1,62% du fonds pour plus de 4 milliards de dollars. Et ce que je trouve intéressant sur Google en ce moment, c'est que c'est vraiment l'action qui divise le plus les opinions, quoi. Par exemple, là, on vient de voir deux des meilleurs investisseurs de l'histoire, hein, Chris Hohn et Warren Buffett. T'en as un qui réduit drastiquement ses investissements sur Google, et t'as à l'inverse Warren Buffett qui ouvre une position, quoi. Et donc là, il en a acheté à... D'ailleurs, l'action prend 3% suite à ça, je pense. Donc il en a acheté vers les entre 175 dollars et entre 175 et 245 dollars, quoi. Donc plutôt, j'imagine, vers les 175. Mais voilà, moi j'en avais pas acheté dans ces prix-là et même à 150 parce que j'estimais que par rapport au risque qu'il y avait, il n'y avait pas assez de marge de sécurité. Donc voilà, on verra bien. Dans quelques années, on saura qui était du bon côté entre Chris Hohn et Warren Buffett, quoi, là-dessus. Il faut quand même juste relativiser un petit peu en n'oubliant pas que c'est 4 milliards sur un fonds qui vaut 267 milliards, sachant que il y a donc le portefeuille d'actions vaut 267 milliards, mais si on regarde combien de cash Berkshire Hathaway a, ils ont donc dans le bilan ici, il y a 381 milliards de dollars de cash, hein. Donc il y a beaucoup plus de cash que l'ensemble de la valeur des investissements en actions, quoi, l'ensemble de la valeur du portefeuille d'actions. Et Google, ça représente 4 milliards, alors qu'il y a 381 milliards de cash. Donc certes, s'il l'a acheté, c'est qu'il y a une conviction, il n'achète pas pour rien, mais il faut aussi quand même penser à ce que ça représente par rapport au total, quoi. Et donc est-ce qu'on a autre chose sur Warren Buffett? Eh bien, je crois pas. Donc après, il a réduit de 30% VeriSign, mais il n'y avait pas énormément dessus. Donc voilà, on a fait le tour. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a remarqué? Nouvel achat sur ResMed pour François Rochon, donc ça c'est intéressant à creuser. Terry Smith a divisé par 2 Meta et Microsoft, donc probablement pour des raisons de valorisation. Chris Hohn a réduit Google pour des raisons de compétition, je pense. Et Warren Buffett a réduit Apple pour des raisons de valorisation, à peu près sûr. Et a acheté du Google. Donc ça, on verra s'il s'exprime un jour sur pourquoi, peut-être à la fin de l'année. Donc voilà pour cette vidéo. En premier lien en description et sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran, je vous ai préparé ma liste des 10 meilleurs livres à lire pour apprendre l'investissement en bourse. Parmi ces livres, je pense que la plupart sont pas connus, donc il y a forcément des livres que vous allez découvrir, dont vous avez jamais entendu parler. Donc voilà, vous pouvez récupérer ça, et puis à plus.